Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler aujourd'hui parce qu'on parle souvent du management sur ce plateau, et vous le savez, mais on va parler des managers et de la bienveillance. Est-ce qu'on peut marier d'ailleurs ces deux mots Gaël Châtelain-Berry, merci d'être avec nous. Vous les mariez, ces deux mots, vous êtes conférencier, écrivain, podcasteur, puis dans une autre vie, vous avez travaillé dans l'entreprise comme manager. Vous le dites dans votre livre, vous étiez heureux de faire ce métier, heureux d'accompagner des équipes, et vous sortez ce livre, Le manager bienveillant 2.0, justement bien accompagner son équipe à l'ère du télétravail et du numérique. Ça sort chez First. Dans l'introduction de votre livre, vous dites, en 2017, j'avais sorti un livre qui s'appelait « Mon boss est nul, mais je me soigne », et vous lanciez un petit peu cette marque de manager bienveillant, et on ne s'était pas un peu moqué de vous, mais on s'était dit, bon, ça suffit, manager bienveillant, ça ne marche pas. Là, vous dites dans cette nouvelle version, parce que finalement, c'est un peu le prolongement de cela, vous dites, depuis le Covid, on a placé l'homme au centre, et plus rien ne sera comme avant. En fait, ça qui est assez rigolo, quand mon boss est nul, mais je le soigne, je précise. Je le soigne. Je le soigne. On peut agir sur son manager, même s'il n'est pas bienveillant. Oui, tout le monde rigolait un peu. C'était encore l'époque où il fallait être sérieux, un peu robotique. Enfin, c'était le manager solide, sans émotion. Enfin, c'était Terminator. Puis après, le bouquin a marché, donc c'est devenu... c'est une mode, forcément. Le manager bienveillant, c'est une mode. Et puis là, la pandémie aidant, on s'est aperçu, avec surprise, qu'une entreprise sans êtres humains, ça ne marche pas. Et avec les tensions sur le marché de l'emploi qui baissent, on s'aperçoit qu'un salarié sur lequel on gueule peut démissionner. Donc en fait, tous ces... Ou se démotiver. Ou se démotiver, bien entendu. Et ne plus rien faire. Alors avant la pandémie, c'est une étude Gallup, je crois, qui montrait qu'il y avait seulement 6% des salariés qui se déclaraient engagés ou très engagés. 6% seulement en France. Donc il y avait déjà un problème avant, ça ne s'est pas arrangé. Et en fait, tous ces éléments font qu'être un manager bienveillant, ça devient un enjeu stratégique quasiment. C'est-à-dire que si on ne l'est pas, on ne va pas garder son équipes, on ne va pas les motiver, bref, on est un peu obligé de l'être. Mais encore une fois, d'un point de vue presque philosophique, par l'accélération du Covid, pour les raisons d'ailleurs très politiques des choix du gouvernement, on a privilégié l'humain, sa santé, donc son bien-être, aux dépens de l'économie. On aurait pu faire un tout autre choix. Et quelque part, ça vient transformer notre rapport, notre relation à l'autre. J'ai vraiment cette impression-là. Complètement, mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité où on fait passer l'humain devant, enfin de l'humanité peut-être pas, mais en tout cas de l'économie moderne, où on fait passer l'homme avant l'économie. Et c'est assez incroyable. Et ça a été mondial, surtout. On a entendu quelques voix dire allez, on n'a qu'à les laisser crever et puis l'économie, ça marchera. Ouais, c'est vrai. C'était rare quand même. C'est vrai. Alors, il y a plein de petits... Alors, le livre est très ludique, faut-il le préciser. Il y a plein de petites choses intéressantes. Je l'ai fait, le test. Est-ce que je suis un manager du 20e ou un manager sympa ? Alors je suis plutôt un manager sympa, si d'aventure je devenais manager. Mais il y a quand même, aujourd'hui, une catégorie de managers. Vous dites... La génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 66 et 76, en fait, quand ils démarraient la carrière, c'était pour devenir manager, c'est-à-dire grimper les échelons, avoir du pouvoir et avoir une forme d'autorité. Là, vous dites, ceux qui arrivent sur le marché, ils rêvent plus de ça. En fait, ils ont vu leurs parents. Parce que souvent, je rencontre justement des jeunes gens, des jeunes diplômés qui disent qu'ils sont beaucoup plus malins que nous. Je leur rappelle juste que c'est nous qui les avons élevés quand même. On a donné 2-3 valeurs. Et c'est vrai que nous, on appliquait les valeurs de nos parents. Donc les 30 glorieuses, où il n'y avait pas de chômage. Moi, le concept de chômage, je l'ai découvert pendant mes études. Ne jamais oublier que les Y et les Z, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas pendant son enfance connu un proche dans sa famille au chômage. Donc l'entreprise n'a rien de sympathique dans l'absolu, alors que pour ma génération, l'entreprise était sympathique. C'est plus du tout le cas aujourd'hui, donc il faut faire un peu la roue, comme on dit. D'ailleurs, vous qui observez, parce que vous avez quitté le monde de l'entreprise, vous travaillez dans des entreprises audiovisuelles, TF1, Canal+, dans la partie corporate. Vous avez fait un pas de côté. Aujourd'hui, vous regardez les choses avec un peu de hauteur. C'est quoi ? On est vraiment dans de la communication d'entreprise, parce que combien d'entreprises viennent nous expliquer qu'elles sont bienveillantes, qu'elles font de la marque employeur, qu'elles font tout pour leurs salariés. Puis de l'autre côté, quand on a des études, on voit des salariés qui disent « mon manager est horrible, j'ai qu'une envie, c'est de quitter mon entreprise ». Il y a quand même un fossé entre ces deux mondes finalement. En fait, quand vous prenez des grands groupes, c'est très dur de changer une culture managériale. Ce qui s'est fait pendant des dizaines d'années, le changer en un claquement de doigts, c'est pas simple. Changer des managers de ma génération et les faire passer de autoritaires à bienveillants, il faut changer des habitudes. Mais je vois tous ces grands groupes galérer pour recruter. Alors que moi, quand j'étais jeune diplômé de mon grande école de commerce, je rêvais d'aller chez L'Oréal, chez Accenture, Maintenant, c'est plus le rêve du tout. J'ai 5 enfants. Sur les 5, il y en a déjà 3 qui sont actifs. Les 3 sont indépendants. Enfin, il y en a un qui a monté son entreprise, 2 qui sont indépendants, alors qu'ils ont fait des grandes écoles. C'est-à-dire que tous les paradigmes ont été changés. Mais vous dites quoi d'ailleurs, papa ? Je ne veux pas rentrer dans une sorte de grosse machine dans laquelle je serais un pion qu'on déplace comme ça au gré des organisations ? Alors, c'est un truc de fou que nous, on ne connaissait pas. Ils veulent se marrer.
Ouais. Ils veulent Il fallait y penser. mais ils veulent avoir un bon équilibre, vie privée, vie professionnelle. Ça, vous le dites beaucoup, ça. Oui, parce qu'ils nous ont vus, nous, notre génération. Moi, j'avais fait en sorte d'avoir du temps pour aller chercher mes enfants à l'école, parce que j'avais pas envie qu'ils m'appellent monsieur. Mais je vais vous raconter une anecdote. C'était dans un média. Je partais 3 fois par semaine à 17h30. Donc, on me demandait est-ce que je prenais mon après-midi. Et normal. Et une fois, il y a un type qui vient me voir, qui fait mais pourquoi tu pars si tôt? Puis je fais je cherchais mes enfants. Il me regarde, il fait mais t'as pas une bonne femme pour faire ça? C'était il n'y a pas longtemps, ça. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était au 21e siècle encore. Oui, d'accord. Donc voilà, nos enfants, ils veulent pas de ce monde-là. C'était au 20e siècle. Non, 21e. On était déjà entré dans le 21e. On était déjà dans le 21e. C'était il y a vraiment pas longtemps. Alors, il y a pas mal de petits conseils pratiques, parce que c'est un livre qui fait partager votre expérience, qui vient prolonger ce que vous avez, le travail que vous faites. Et puis, il y a la technique du parapluie, enfin, en tout cas, la stratégie du parapluie. Parce que ça, rentrons un peu dans le concret. Il y a des managers qui, globalement, lorsqu'ils ont eu des bons résultats, vous le dites dans le livre, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils envoient un mail, non pas à leur équipe, mais ils envoient un mail au N+1 au-dessus pour lui dire, t'as vu, Coco, j'ai fait plus que les résultats demandés. Et puis vous vous dites, il y a d'autres managers qui, d'abord, écrivent à leurs équipes et disent, bravo les gars, vous avez vraiment bien bossé. Ça change comment, ça? Parce que, voilà, on fait des formations, on explique aux managers comment on fait, parce que c'est la nature humaine, ça. Mais écoutez, la première fois où j'étais vraiment manager, c'était chez TF1. Qui est une boîte à l'origine très, très, très bienveillante, puisque c'est un mélange de Bouygues, donc le bâtiment, et du service public. Et le patron qui m'avait transformé en manager m'a dit, écoute Gaël, le rôle de manager, c'est très simple. Tu dois faire briller tes équipes quand elles font quelque chose de bien, et tu dois les protéger quand elles font quelque chose de mal. C'est là où vous l'avez appris, le parapluie. Oui, mais complètement. C'est en fait, ce manager avait tout résumé. Il faut faire briller ses équipes, comme ça, elles ont envie de se donner encore plus. Et d'une certaine manière, toute erreur faite dans l'équipe, c'est ma responsabilité de manager, parce que c'est soit je les ai mal formés, j'ai mal préparé, ou alors je les ai mal informés. Ouais, puis vous jouez aussi le rôle de paratonnerre aussi, c'est que c'est vous qui enquillez ou qui encaissez les coups et que vous aidez, parce que vous dites aussi que quand les résultats sont pas bons, on réunit le manager arrive immédiatement dans le bureau de ses équipes, leur met une soufflante monumentale et vous dites, alors là c'est le début de la fin parce que ça démotive et ça crée de l'angoisse dans le groupe. Et ça va être encore plus impactant pour l'entreprise du fait de la capacité de changer de job beaucoup plus facilement. Et puis il y a des petites choses comme dans votre livre qui sont intéressantes parce que c'est du vécu, enfin, en tout cas j'ose l'espérer. Il y a à la fois le patron qui dit pas bonjour. Alors là, ça c'est des cas pratiques. C'est-à-dire qu'on a un manager, quelqu'un qui a l'air extrêmement absorbé par son boulot et qui vous dit ni bonjour ni au revoir. Alors là, il y a plusieurs méthodes que vous proposez. Alors je ne sais pas laquelle vous prenez. Il y a celle qui dit baisse la tête, fais semblant de ne pas avoir vu et puis tu continues à essayer de faire des efforts. Première option. Et vous vous dites, autre option, je suis en réunion et très calmement, je le regarde dans les yeux et je lui dis mais pourquoi tu ne me dis pas bonjour? C'est celle-là qu'il faut utiliser avec beaucoup de politesse, évidemment. C'est ce que j'appelle manager son manager. À un moment, c'est vrai qu'on est un peu schizophrène entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Si vous avez un ami qui arrive chez vous qui ne vous dit pas bonjour, vous allez dire t'es gentil, tu peux me dire bonjour quand même, non? Ouais, oui, on va entamer une relation là. Et en fait, quand on devient schizophrène au travail, on n'ose pas, parce que c'est notre manager. Alors ça, on l'apprend depuis qu'on est tout petit, c'est l'autorité, c'est le côté, on a un peu peur, mais dire très gentiment, très poliment, j'aimerais comprendre pourquoi tu ne me dis pas bonjour, sans forcément être agressif, généralement le manager répond. Et généralement, on s'aperçoit que le manager va changer de comportement, parce que la part de sociopathes et de psychopathes dans l'entreprise est exactement la même que dans la société française, c'est-à-dire 2%. Ouais, Ah, quand même. Oui, tout de même. Oui. Ah, tout de même, parce que je m'attendais à un 0,0. Vous m'en mettez 2%. Sociopathe aussi. Donc le sociopathe, c'est quand même très très large. Et c'est moins grave. N'imaginez pas des gens avec des qui bavent. C'est pas ça. Sociopathe, c'est des gens un peu repliés sur eux-mêmes, qui sont dans leur bulle. Oui, et puis l'extrême étant les pervers narcissiques. Donc là, c'est vraiment de la psychiatrie qu'il faut faire. Mais dans 98% des cas, ce sont des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui ont des comportements. Ils ne s'aperçoivent pas que c'est négatif. Par exemple, le manager qui envoie des mails à 22h le samedi, il ne se dit pas qu'il fait mal. Il ne se doute pas que ses équipes, ça les stresse. Et si les équipes disent très gentiment, ça serait super si tu faisais un envoi différé, beaucoup de managers le feront. Tous, quasiment. Mais vous le destinez à qui, le manager bienveillant 2.0? Parce que c'est toujours la difficulté de ces positionnements, parce que le manager qui n'est pas bienveillant pense qu'il l'est, et puis celui qui est bienveillant, il dit mais pourquoi je vais ouvrir le bouquin, parce que moi je suis bienveillant et je sais comment faire. Vous destinez aux deux, en fait, vous parlez aux deux? Je parle aux deux. Je pense qu'il y a pas mal de trucs dans ce livre, parce qu'on n'est jamais un manager parfait, c'est comme on n'est jamais un parent parfait. Même titre. Oui, c'est un peu cette relation-là, en fait. Mais oui, c'est un parent maltraitant ne se définira jamais comme étant maltraitant. Donc, je crois que ça couvre un panel plutôt très large, que je commence à être un observateur quand même de la chose managériale assez pointu. Et pour autant, comme vous l'avez dit, il y a 300 mots de vocabulaire, donc il n'y a pas de grande théorie, je crois, au bon sens. Déjà, revenons à des choses basiques.
et faisons en sorte que les gens se sentent bien. Oui, c'est un peu ce que je me suis dit en lisant votre livre, parce qu'il y a des choses qui semblent évidentes et qui n'existent plus dans l'entreprise. On l'a évoqué, c'est le bonjour, c'est la manière dont l'attitude d'un manager, c'est effectivement du bon sens qu'on doit, j'allais presque dire le bon sens paysan qu'on nous apprend quand on est gamin. Quoi. Tu dis bonjour, tu dis merci, tu écoutes et tu fais preuve d'un peu de respect. C'est aussi ça la bienveillance. C'est complètement ça. Et je vais vous dire, alors mon éditeur va me tuer, il n'y a même pas besoin d'acheter le livre, je vais résumer le management bienveillant en une phrase. En tant que manager, ne jamais faire à son équipe ce qu'on ne voudrait pas que notre manager nous fasse. Quand on a ça en permanence, globalement, ça se passe très bien, à 99%. Et pour le pourcentage complémentaire, achetez le livre quand même. Non, il faut acheter le livre chez First, évidemment, parce qu'il y a ce podcast aussi à entendre, Happy Work, parce que c'est un travail que vous êtes à plein temps, évidemment, sur ce sujet. Donc, vous avez une expertise et une hauteur. Un tout dernier mot, on bascule vers quel monde, là? Parce que vous avez, évidemment, comme modèle vos enfants qui vous disent, moi, l'entreprise, c'est très loin. Puis beaucoup d'entreprises qui disent, nous, on galère à recruter, parce que c'est ça le problème. On va vers quoi, là? Une sorte de fin du travail salarié? Non, quand même pas. On va déjà vers une entreprise meilleure, mais parce qu'elle est obligée de devenir meilleure, elle n'a pas le choix. Et je crois, enfin, si on en croit le FMI, la Banque mondiale, plutôt vers une tendance économique plutôt sympa. Donc je pense que le monde qu'on se prépare pour nos enfants, déjà ils auront le choix d'aller en entreprise ou pas aller en entreprise. Les entreprises vont faire de plus en plus appel à des freelances pour faire des tâches qu'ils avaient en interne avant. Ça, on voit une grosse tendance sur beaucoup de métiers. Donc moi, je suis incroyablement optimiste sur les 10, 15, 20 années qui restent. Quel plaisir de vous entendre, Gaël Châtelain-Berry, de l'optimisme. Voilà, on aura le choix, en tout cas. Exactement. Et ce que font d'ailleurs les milléniums et les générations Z. Merci d'être venu sur le plateau. Le manager bienveillant 2.0, bien accompagner son équipe. Dites-lui bonjour. Déjà, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonjour le matin. C'est sorti chez First il y a une quinzaine de jours. Donc, il est évidemment dans toutes les bonnes librairies. C'est comme ça que l'on dit. Tout à fait. Merci, Gaël, d'être venu nous rendre visite. Restez une seconde avec moi. On va s'intéresser à la pause café. Bah oui, ça fait partie de la vie de l'entreprise. On parle sport, parfois, à la pause café. On parle cinéma, parfois, des films que l'on a vus. Et on va justement parler d'un film avec Caroline Ricross.